Bonjour, mon nom est Georges Hieromine. Je suis avocat en litige civil et commercial auprès de Wellstein Mora Rodriguez International. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelques conseils pratiques et quelques précautions à prendre lorsqu'on rentre dans un contrat, surtout dans un contexte informel. Donc, imaginez-vous la situation suivante, que vous avez, par exemple, un contrat à conclure, un contrat informel, donc avec des individus privés. Donc, si vous vendez une voiture, par exemple, usagée, ou si vous en achetez une, un meuble, un ordinateur, appareil électroménager, donc vraiment quelque chose dans un contexte où il n'y a pas de partie professionnelle. Puis évidemment, on prend pour acquis que c'est quelque chose avec un prix assez élevé, donc où est-ce qu'il y a quand même un enjeu important qui peut mener à une certaine question litigieuse. Donc, un prêt, par exemple, entre amis proches aussi, avec une somme d'argent élevée. Et donc, quand vous êtes dans une situation comme ça et que vous voulez vous assurer que vous prenez toutes les précautions nécessaires, donc pour éviter, par exemple, des problèmes, si jamais, et évidemment, on ne le veut pas, la question devient litigieuse, donc il y a un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment s'assurer qu'on protège ses intérêts? Une première précaution qui peut être prise, c'est de toujours, dans tous les cas, constater le contrat que vous concluez par écrit. Donc évidemment, selon le Code civil, l'article 1378, le contrat est défini comme un accord de volonté. Donc théoriquement, l'écrit n'est pas nécessaire pour que ce soit juridiquement un contrat. Par contre, on se rencontre aussi avec l'exigence de l'article 2862 du Code civil du Québec, donc le premier alinéa qui dit que si un litige survient, on ne peut pas faire la preuve d'un acte juridique si jamais la somme du litige excède 1500 $. Donc en pratique, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez un contrat qui est de plus de 1500 $, faudrait toujours constater les termes de ce contrat par écrit parce que si jamais un litige survient, ça serait difficile de faire la preuve pour contourner cette règle de droit. Évidemment, cette règle souffre d'exceptions, comme beaucoup d'autres règles dans le droit. Donc, le deuxième alinéa du même article dit que s'il y a un commencement de preuve pour le contrat, on peut toujours faire la preuve des termes du contrat par témoignage. Donc, c'est quoi un commencement de preuve? C'est soit s'il y a une admission de la partie opposée, un écrit qui provient de la partie opposée ou un élément matériel qui pourrait faire la preuve de l'existence de ce contrat. Donc, en pratique, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, vous avez déjà fait un contrat oral et vous n'avez pas de termes écrits, si vous avez des échanges courriels avec la partie opposée, si vous avez des textos, des communications quelconques que vous pouvez apporter comme élément de preuve écrit, avec ça, on pourrait dans le cas d'un litige, prouver l'existence du contrat. Par contre, évidemment, ceci sera un processus beaucoup plus compliqué et il est toujours mieux d'avoir un écrit précis qui date de la conclusion du contrat avec la signature des parties et qui constate de façon précise et complète les termes du contrat. Une deuxième précaution à prendre serait, dans le cas où vous suivez la première précaution de rédiger le contrat, et de toujours utiliser des termes précis qui ne laissent aucun doute pour une tierce partie extérieure aux deux personnes qui ont conclu le contrat. Donc, il faut toujours utiliser des termes clairs qui évitent toute ambiguïté. Parce que, en cas de doute, si jamais la question devient litigieuse et donc la question tombe devant les tribunaux, si jamais on peut pas résoudre le doute ou l'ambiguïté des termes du contrat, en regardant le contexte du contrat ou l'intention des parties, si vraiment il y a une ambiguïté qui reste, l'interprétation sera faite toujours contre la partie qui a stipulé l'obligation et en faveur de celui qui l'a contracté selon l'article 1432 du Code civil du Québec. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si, par exemple, le vendeur rédige le contrat, donc c'est celui qui stipule l'obligation de l'acheteur de payer l'argent, s'il y a une ambiguïté dans la façon dont les termes du paiement sont définis, alors le contrat sera interprété contre le vendeur et de la façon la plus bénéficiaire pour l'acheteur, donc celui à qui incombe l'obligation de payer le prix. Et finalement, la troisième précaution, applicable surtout dans le contexte de la vente, si vous êtes vendeur,
serait de procéder à l'exclusion de la garantie de qualité. En effet, de plein droit, tout vendeur est tenu, entre autres choses, de garantir la qualité du bien vendu, c'est-à-dire en pratique que le bien est exempt de vices cachés, et cela au terme de l'article 1716 et 1726 du Code civil du Québec. Donc, brièvement, qu'est-ce qu'un vice caché? C'est un vice, en gros, qui répond à 4 caractéristiques. Donc, c'est un vice qui n'est pas apparent, qui est donc latent, qui est occulte, qui n'est pas visible lors d'un examen visuel, un vice qui existait avant la vente, un vice qui était aussi ignoré par l'acheteur, et un vice surtout qui est grave, qui rend le bien vendu impropre à l'usage auquel il est destiné. Et il faut bien noter que le fait que le vendeur ignorait l'existence d'un tel vice n'exclut pas sa responsabilité. Donc, cette garantie contre les vices cachés, il faut noter qu'il est toujours possible de l'exclure, donc au terme de l'article 1732 du Code civil du Québec. Par contre, pour procéder à cette exclusion, il faut quand même dénoncer à l'acheteur tous les vices qu'on connaît ou des vices qu'on ne pouvait ignorer. Évidemment, dans un contexte d'une vente informelle entre individus privés, cette exigence pourrait être onéreuse et compliquée et ne pas correspondre au contexte informel et expéditif dans lequel une telle vente pourrait avoir lieu. Donc, il est toujours possible, dans le cas d'un vendeur non professionnel, d'exclure toute garantie de qualité, donc incluant pour les vices que l'on connaît ou que l'on ne pouvait ignorer. Cette exclusion de garantie, elle peut avoir lieu au terme de l'article 1733 et évidemment, elle aura effet de procéder à une vente sans avoir à effectuer aucune dénonciation. Comment faire une telle exclusion? Donc, puisque cette exclusion est quand même large, donc elle laisse le bien pour toute fin pratique au risque et péril de l'acheteur, il faut évidemment le stipuler de façon très explicite au contrat et en utilisant des termes très particuliers. Une première version d'une telle exclusion serait en utilisant les mots suivants: au risque et péril de l'acheteur. Une deuxième version d'une exclusion qui aura le même effet comprend l'utilisation de 2 clauses. Donc, une vente qui procède telle qu'elle, donc une vente de l'objet qui procède telle qu'elle et sans garantie légale. Il est important d'avoir les 2 clauses dans cette version si vous choisissez de l'utiliser. Parce que si vous vendez un objet tel quel, la vente telle quelle n'emportera pas l'exclusion de la garantie légale. Et une vente, si vous stipulez simplement sans garantie légale, n'aura pas pour effet de libérer le vendeur de l'obligation d'avoir dénoncé les vices connus ou qu'il était censé connaître. Donc, il faut absolument bien porter attention à l'utilisation de soit de la première version, où est-ce qu'on dit que la vente procède au risque et péril de l'acheteur, ou la deuxième version dans laquelle l'objet est vendu tel quel et sans garantie légale. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin de conseils ou si vous avez des questions de niveau juridique, vous pouvez toujours nous contacter aux coordonnées qui sont à l'écran pour prendre une consultation ou un rendez-vous. Nous vous invitons également à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, je vous rappelle, je suis Georges Guillermin, avocat en litige civil et commercial. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.